Salut Clara. Salut, ça Euh, va? ouais, et toi? Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu vas avoir 2 fois plus de questions parce qu'il y a Emma Baer aussi en face de toi, Bah pas de souci, tant mieux, hein. qui est une athlète que tu connais, je crois, et qui est Oui, on journaliste s'est de vu métier. quelques fois ouais, sur les compètes. Pour contextualiser un peu, j'aime bien un peu donner les coulisses des trucs. Et toi, quand je t'ai proposé le podcast, tout de suite, t'as pas du tout été méfiante. On voit que t'es une fille de caractère. Enfin, t'as dit oui, presque contente de venir et tout, alors que t'en as jamais fait. Ça t'impressionne pas comme ça? Bah si, forcément, ça m'impressionne un peu, hein. J'ai jamais fait. Mais en fait, c'est surtout parce que bah j'écoute pas mal de vos podcasts, donc finalement, je me suis dit, bah, si ça peut être moi, en vrai, trop bien. Puis c'est une expérience, donc. T'as pas trop été sollicité jusque-là? Non, bah pas tant que ça. Enfin, un petit peu pour des petites interviews comme ça, mais c'est surtout bah, pour des journaux, enfin, pas pour des podcasts ou des vidéos en tout cas, donc Ouais. c'est une première. Ok, on va en revenir. On va revenir sur ta carrière. De toute façon, c'est vraiment cette année-là que t'as explosé, toi, en gros. T'étais Oui, forte c'est en ça. jeune. Bah, ça a commencé, on va dire, un petit peu l'été dernier, mais c'est vraiment depuis cet hiver-là que j'ai enfin, j'ai passé un cap un peu d'un coup, quoi, on va dire. Ok, donc on va parler de tout ça. Moi, j'aurais bien aimé savoir comment tu construis ta carrière, si tu fais de l'athlé plaisir ou si vraiment tu es dans une logique de professionnalisation. Emma, toi, je sais pas ce que tu avais en tête. Moi, justement, je pensais parler de ta progression, parce que j'ai un peu regardé tes chronos et ça fait plusieurs années que je te connais. Et c'est vrai que tu progresses de plus en plus, et surtout depuis cette année et ton 9,23, qui est la troisième perf française de tous les temps, où là, quand même, ça place le contexte. Et j'aimerais beaucoup parler de tout ça, de ton entraînement et tout ce qui est autour. Ok, bah, pas de souci. Et Parfait. avant que tu arrives, Emma, en off, elle me disait que tu as fait 31,45 sur 10. Ouais. Et c'est la première année qu'elle fait du 10 km, en gros. Mm. Donc ça en dit long quand même. Ouais, bah, c'est la première fois que je me lançais sur cette distance en tout cas, donc bon, ça a été concluant, Ok, on va donc dire. tu peux te présenter un petit peu quand même pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Ouais, du coup, je m'appelle Clara Entresangles, j'ai 21 ans. Je fais de l'athlétisme depuis mes 10 ans à peu près. J'ai commencé, on va dire, par loisir avec mon père, parce qu'il courait aussi, il faisait du duathlon, donc je l'accompagnais un petit peu quand il allait s'entraîner. J'ai commencé à vraiment m'investir dans l'athlé, on va dire, en minime cadette, surtout par les crosses, parce que moi, c'est vraiment ce qui me plaisait. Et après, j'ai commencé à prendre un peu du niveau et à m'aligner un peu sur piste en junior, on va dire. J'ai commencé le steeple en junior d'ailleurs. Et donc voilà, après j'ai découvert un peu la route sur 5, sur 10. J'ai voulu continuer de faire du cross, continuer de faire la piste. Donc je vais un peu sur tous les terrains, on va dire. Donc voilà pour le côté vraiment athlé. Et après, en parallèle, je fais des études. J'ai fait une licence TAPS. Là, cette année, j'étais en première année de master MEF EPS. J'ai passé mon concours pour faire professeur de PS. J'attends les résultats qui sont demain. Donc voilà, on verra bien. Et donc, si tout va bien, je finis mon master l'année prochaine. Et voilà, je sais pas si vous voulez déjà que je dévoile mon plan pour plus tard ou si je le garde. Emma. Comme tu veux. Je sais pas, ouais, toi c'est quoi comment tu vois ta carrière t'envisages d'être pro là aujourd'hui avec les chronos que t'as justement? Bah, en fait, jusqu'à présent, j'avais pas du tout un niveau qui me permettait de penser à cette question, on va dire. Donc, c'est assez récent. C'est vraiment là, depuis cet hiver, que je commence à vraiment pouvoir l'envisager, on va dire. Mais c'est sûr que forcément, bah, c'est un projet qui mûrit un peu dans ma tête parce que je me dis, ouais, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Et là, j'ai un peu l'âge, on va dire, où je pourrais tenter de potentiellement passer d'une carrière, d'une bonne amatrice à potentiellement pro. Donc, ouais, ça serait dans l'idée, ça serait mon projet. Après, faut voir, parce que là, comme je disais tout à l'heure, je viens de passer mon concours pour faire professeur de PS, donc faut voir dans quelle mesure je pourrais potentiellement prendre des disponibilités ou quoi. Mais ouais, dans l'idéal, j'aimerais bien tenter de commencer une carrière pro, ouais, ça serait bien. Donc l'idée, par exemple, ça serait de prendre une année de dispo dans l'optique où tu as le concours pour te professionnaliser et voir ce que ça donne. Ouais, bah dans l'idée, ça serait ça. Si c'est possible, ça serait pas l'année prochaine. Il faut d'abord que je finisse mon master, mais ça serait dans 2 ans. Mais ouais, dans l'idée, ça serait déjà prendre une première année de dispo, voir un peu comment ça se passe. Si ça me plaît, parce que bon, je sais que c'est quand même pas évident. Parce que si je fais ça, ça veut dire que vraiment je m'y consacre à 2000% et que bah, il faut que je sois vraiment à fond dans ce projet. Mais
ouais, l'idée, c'est de tenter, de voir si ça me plaît et pourquoi pas continuer si ça fonctionne et si tout roule, quoi. Et comment est-ce que t'es... Donc, je crois que ton père t'entraîne. Ouais. J'imagine qu'avec, t'as le record de France, donc U23 du steeple, t'as des super chronos. J'imagine que les marques t'approchent, que t'as peut-être un agent et tout. Enfin, on commence à te dire quoi faire, non, j'imagine. C'est ça. Bah après, ça, pareil, c'est tout récent. Enfin, il y a un peu tout qui m'est tombé dessus d'un coup à partir de cet hiver-là. Ouais, bah il y a des marques qui ont commencé à me contacter, d'abord moi personnellement, qui sont venus me voir un peu sur des compétitions, enfin des trucs comme ça. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai jamais été confrontée à ça, je m'y connais pas du tout. Et bah, je me suis assez rapidement, pas laissée submerger, mais ouais, j'ai pris un agent assez rapidement après ça pour pouvoir bah, lui déléguer un peu tout ça, parce que moi j'étais à la fois dans l'athlé, à la fois dans mon concours, donc j'avais pas trop envie de me prendre la tête avec tout ça. Donc ouais, c'est sûr. Après, bah, il y a la team avec qui je suis là en ce moment, Distance Racing, qui m'a quand même bien aidé, bien aiguillé jusqu'à présent et qui sont bah, toujours là pour moi, donc qui m'aident aussi. Mais ouais, c'est vrai que là, j'ai commencé à être pas mal approchée et j'ai préféré donner ça à mon agent pour m'aider, quoi. Et je rebondis juste, Emma, avant de te laisser la parole. Et tes parents, ils en pensent quoi, justement, eux qui sont dans l'athlé? Enfin, ou ton père, en tout cas. Ben, mon papa gère beaucoup ça. C'est principalement lui qui est en contact avec mon agent en ce moment, justement. Il est très très investi là-dedans et consciencieux. Il fait attention à qu'on me propose des choses bien. Donc Mais, ouais, ils sont quand même très intéressés. Ma mère, pareil, enfin, ils me suivent à fond. Donc mais ils te conseillent quoi de bien passer tes concours, de te lancer à fond dans ah oui, l'athlé? Ouais. bah, ils m'ont toujours poussé dans les études parce qu'ils savent que c'est pas éternel l'athlé. Hein, donc ils m'ont toujours accompagné, ils m'ont toujours vachement soutenu sur les deux pôles, que ce soit autant à l'athlé qu'aux études. Ils m'aident quotidiennement à combiner les deux et bah, ça, je les remercie infiniment parce que c'est une aide qui est hyper précieuse. Je sais que pas tout le monde a des parents autant investis et moi qui sois autant ouvert à la fois sur le pôle de l'athlé et sur le pôle des études, c'est quand même une aide qui est inconsidérable. Et justement, par rapport à ton père qui t'entraîne, est-ce que pour toi, c'est un plus d'être entraîné par son papa? Oh, clairement, ouais. Bah, c'est sûr que ça n'a pas été toujours évident parce que bah, je me suis toujours entraînée avec lui. Donc il y a eu des passages bah, un peu dans l'adolescence, la cadette, junior, où forcément c'est un peu compliqué parce que quand tu vis 100% de temps avec ton coach, bah il y a des petits moments où on se dit on aimerait souffler ou voilà. Mais maintenant que bah je suis partie faire un peu mes études à Marseille, donc j'étais pas tout le temps à la maison. Mais maintenant que j'ai grandi et que je m'intéresse beaucoup plus à l'entraînement et tout, on est hyper fusionnel sur ce plan-là, on en discute beaucoup, on échange beaucoup, on construit un peu ensemble les entraînements et on se renseigne vachement un peu sur les données un peu scientifiques, tout ça. Donc moi je trouve que c'est vraiment un plus parce que ça m'apporte beaucoup et le fait que ce soit mon papa, bah forcément c'est très agréable au quotidien de s'entraîner comme ça. Et parce que sinon, tu t'entraînes seul ou tu as un groupe? Bah, depuis quelques années, j'ai un groupe, c'est mon père qui a créé du coup le groupe dans mon club à la Escavaillon. Et avant, c'était un petit groupe, mais qui prend de l'ampleur là depuis bah, l'année dernière notamment. Et je pense que c'est un peu un facteur qui a joué aussi pour le fait que j'ai progressé d'un coup. C'est que le groupe s'est vachement développé et je me suis trouvé un petit groupe de gars avec qui je me suis entraînée là justement là, bah, cet hiver pour les crosses. Et ouais, ça m'a bien aidé. C'était cool. C'est la question que j'allais te poser. Par contre, et c'est peut-être de parler plus proche du micro, je Ah pense. oui. La question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce qui a été le déclic? Tu dis que cet hiver, tout a changé, les perfs. Tu parles du groupe, mais il n'y a peut-être pas que ça quand même. Bah, déjà, en termes d'entraînement, on a un peu évolué, on a augmenté le volume, j'ai fait plus de muscu. Bah, Vas-y, tu peux développer hein, si tu veux parler de volume, si tu veux donner des chiffres et tout, on est preneur. on va dire que progressivement, jusqu'à l'année dernière, je devais tourner entre 60, 70 bornes semaine, on va dire. Ouais, il y a 2 ans, là, jusqu'à l'année dernière, c'était ça. Ah, c'est pas beaucoup quand même. Non. Ouais. Mais c'est bien d'y aller progressivement Ouais. aussi. Ben, en fait, c'est que mon père, il était vachement dans la prévention, la protection, pas faire trop vite, trop tôt. Et bah, je le remercie pour ça, parce que si ça fonctionne en ce moment, c'est peut-être parce que justement, on y allait progressivement. Et voilà, maintenant, je tourne plutôt à 90-100 et je peux pousser jusqu'à 115 sur les grosses semaines. Donc je pense que ça, bah, le volume, c'est un peu... Il y a pas de secret, quoi. J'ai augmenté le volume, j'ai progressé, on va dire.
Puis pareil, à côté, j'ai fait quand même plus de muscu. Avant, j'en faisais déjà un peu, mais c'était pas trop calculé ou alors c'était un peu aléatoire. Et là, maintenant, j'ai vraiment une vraie routine que je mets en place 1 à 2 fois semaine. Donc ça, voilà, ça a joué aussi. Et puis, ouais, comme je disais tout à l'heure, le groupe, en vrai, c'est énorme parce que je suis passée de m'entraîner seule à m'entraîner avec un groupe de garçons un peu meilleurs que moi, mais qui du coup me stimulent vachement parce que j'essaye de les tenir un peu sur les séances ou alors on part ensemble et j'essaye vraiment de craquer le moins possible. Et tout ça, c'est des petits facteurs qui m'ont aidé, c'est sûr. Et le vélo, t'en fais toujours? Ouais. Ouais. J'en ai fait beaucoup. J'en ai toujours fait. J'ai fait Tu du vis dans VTT. une région de vélo, en fait, c'est ça? Ouais, surtout. bah le Vaucluse, tout ça, pour rouler, c'est sûr que c'est un peu le rêve. J'ai fait pas mal de VTT il y a 4-5 ans. J'en faisais 1 à 2 fois par semaine. J'étais dans un club chez moi. Ok. Et bon, après, j'ai arrêté pour me consacrer vraiment à l'athlé, mais j'ai toujours fait du vélo. On essaye de le conserver un peu dans la routine. Voilà, en ce moment, je dois en faire 1 fois par semaine à peu près. Et l'été, j'en fais encore plus pour faire un peu du volume facilement et éviter un peu les blessures, tout ça. Parce que bon, là, je surcharge à pied, ça va vite, hein, les fractures de fatigue, tout ça. Et souvent, même pendant la coupure, je me régale. On part en montagne, on fait un max de col possible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et on l'a mis en place et ça fonctionne bien pour moi en tout cas. Ouais. Eh bien, c'est ce que je voulais demander aussi sur le vélo. Moi, j'avais une question, toujours par rapport à ce déclic. Il n'y a pas un chrono, une course précise qui t'a fait prendre conscience que, en fait, tu pouvais faire bien? Si je dirais le 5 km que j'ai fait en février, à Cannes, Ah oui, justement, on en discutait tout j'y à étais, l'heure. moi. Ouais, parce que là, j'ai fait 15,32, si je me trompe pas, alors que dans ma tête, je venais juste pour faire moins de 16. Donc finalement, quand j'ai vu que j'ai fait ce chrono, mentalement, j'ai passé un cap. Je me suis dit, ouais, ok, je suis capable de faire ça, mais qu'est-ce que je suis capable de faire de plus du coup? Et là, mentalement, je me suis vraiment dit, ouais, voilà, ça commence à être des chronos assez intéressants. Et jusqu'à présent, je m'en sentais pas du tout capable. Enfin, moi, si mon père m'avait dit la veille, on part sur 15-30, j'aurais dit, mais t'es fou, enfin, jamais de la vie. Et finalement, ça s'est fait tout seul. J'ai passé le premier 1000 beaucoup trop vite, mais je me suis dit, je suis bien. Et donc, j'ai continué au max que j'ai pu. Et après, à l'arrivée, 15-32. Donc, Moi, je suis je contente. t'avais vu arriver, t'avais fini fort, t'avais fait une super course, là. Ouais, c'était vraiment... En plus, les conditions étaient réunies. Je me sentais bien, il y avait du monde, les conditions étaient parfaites. Puis, tu sais, du coup, c'est un peu les courses où t'as l'impression que toutes les conditions sont alignées pour que ça fonctionne, quoi. Donc, c'est toujours agréable, les courses comme ça. Et puis, mentalement, ouais, ça fait du bien. Et c'est comme sur Steeple, moi j'ai trouvé que c'était assez impressionnant parce que l'année dernière, il me semble qu'en début de saison, tu fais quelque chose comme 10-19. Ouais. Et après, aux élites, tu fais 4e et tu dois faire 9,47. Et là, cette année, maintenant, tu fais 9,23. Donc, comme on sait à quel point c'est difficile de grappiller des secondes sur piste, c'est quand même assez impressionnant. Et j'imagine qu'avec ce chrono, tu penses aussi aux Europes. Ouais, forcément, là, c'est sûr que les Europes, c'est l'objectif principal de cette saison. Après, là, j'ai fait que les minima B pour l'instant, 1 seule fois. Donc, il faut que je les fasse une 2e fois pour les valider. Si je les valide en théorie, ça devrait être bon. Je croise les doigts. Mais là, je cours normalement au MNEL, du coup, sur Steeple pour essayer de faire les minima une 2e fois. Et ouais, si je peux me qualifier aux Europes, ça serait... le contrat serait rempli pour cette saison, c'est sûr. Et après, objectif podium pour les élites sur 3000 Steeple. Ouais, là, du coup, forcément, ça va être... je l'ai loupé de peu l'année dernière, c'était assez frustrant. C'est sûr, c'était frustrant. Donc là, cette année, le podium, aller chercher la meilleure médaille possible, ça serait une bonne chose, ouais. Et après, ton chrono de rêve sur cette distance? J'en ai pas spécialement parce que je m'attendais déjà pas forcément à faire 9,23 en rentrée. Après, là, c'est sûr que si je peux aller grappiller le sub 9,20, ça serait bien. Donc, ça serait peut-être l'objectif à Lyon. Mais sinon, chrono de rêve, pas spécialement. Après, dans mon idéal, il y a le record d'Europe espoir, c'est 9,13. Mais bon, là, c'est encore une autre dimension, le sub 9,15. Comme tu disais, c'est dur d'aller chercher des secondes sur Steeple, sur piste, donc on verra. Et je suis étonné que tu aies fait 9,07 à plat, si je me trompe pas. Ça me paraît... la différence me paraît hyper faible, non? Après, je venais chercher mieux, que j'aurais bien aimé faire sous les 9,0. Après, c'était les interclubs.
Moi, mon club, enfin, il n'y avait pas grand monde dans ma course finalement. J'ai fait la course toute seule et même je me retrouvais à doubler des personnes au couloir 1. Et les conditions n'étaient pas non plus dingues, c'était ma course de rentrée. Donc ouais, c'est sûr que dans mon idéal, j'aimerais bien faire moins de 9 minutes. C'est sûr que là, 9,07, j'étais pas ravie. Mais Il y a bien une équivalence, je sais plus ce que c'est entre le plat et le steeple, il faut rajouter en gros, non? en Je sais théorie, plus on ce que parle c'est. d'une trentaine de secondes. Ça va être à peu Ouais, une près trentaine une de secondes. seconde par et. Vu qu'il y en a 35, on avoisine un peu les 30 secondes d'écart normalement. Après, cette théorie, elle s'applique pas vraiment pour tous parce qu'il y en a du coup qui passent vachement bien les haies. Il y en a qui, sur les rivières, gagnent du temps finalement parce qu'ils relancent. Donc, mais ouais, en théorie, c'est 25-30 secondes. Et donc toi, cette discipline, tu l'as découverte il y a combien de temps? Je l'ai découverte en junior 2. La première année où je me suis mise au steeple, c'était en junior 2. Et tu as tout de suite eu des facilités à passer les barrières? Tu penses que c'est un point fort? Non, en vrai, au début, c'était un peu compliqué parce que moi, je viens vraiment de la course pure. J'ai jamais fait tout ce qui est un peu baby athlé au début où on apprend à passer les haies, à sauter, tout ça. Donc, ça a été un peu compliqué au départ. Mais je savais que c'est une distance qui allait me plaire avec les relances, tout ça. Je trouvais que c'était assez similaire au cross. Donc, j'avais vraiment envie de tester. Et après, c'est sûr, les premiers, c'était une catastrophe. Hein. Les rivières, je tombais à pieds joints. Je sautais, je volais au-dessus d'elles. Donc... c'était pas très beau à voir, mais ça fait partie du jeu aussi. J'aimais bien le fait de me voir progresser sur mes passages. Emma, moi j'ai une question pour toi. Parmi ces 3 gros chronos là qu'elle a fait cet hiver, c'est lequel qui t'impressionne le plus? Ah, c'est 5, difficile à 10 ou dire. steeple? Justement, je trouve que tu es assez polyvalente et tu peux tout faire du 1500 au 10 km. J'imagine même au-dessus, tu serais capable sur semi de faire un gros chrono. Après, personnellement, je fais pas de steeple, donc c'est difficile de se rendre compte, mais je peux quand même situer quand même par rapport aux athlètes que je connais. Et je trouve que sur 5000 aussi, la performance est incroyable, comme sur 10 km aussi. Parce que même des athlètes élites femmes qui descendent sous les 32, il n'y en a pas tant que ça, même si le niveau s'améliore. Mm. Il n'y en a pas tant que ça quand même. Ça reste un chrono, ça doit être un chrono IB. IB, ouais. Ouais. Et tu penses que tu as beaucoup de marge sur cette distance? Beaucoup de marge, pas pour l'instant, non. Ça, c'est sûr que... je sais pas si j'ai de la marge parce que finalement, à Lille, j'ai très très mal géré ma course. Enfin, je suis partie beaucoup trop vite. Je fais mon RP sur 5, mon passage au 5 sur mon G-board. Ah bon? Donc, Tu passes en combien, 5? La montre 15-29. Ah oui. Donc Ok. quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être long la fin de la course. Mais franchement, c'est impossible à dire si j'ai de la marge ou pas parce que on peut pas le dire tant qu'on l'a pas fait finalement. Donc je sais pas. Et c'est quelle distance des 3 là qui t'a fait le plus souffrir? L'effort le plus dur et celle que tu préfères? Le plus dur, du coup, je dirais le D-born parce que mon D-born à Lille, j'ai jamais autant souffert. À la Là, fin? Ah ouais. les 2 derniers kilomètres, j'ai cru que j'en verrais jamais le bout. Ça a été très très dur de finir la course. Hein. Franchement, c'est vraiment la course où j'ai le plus souffert. Après, je sais que le steeple, ça peut se passer comme ça aussi selon la gestion de la course. Mais je pense que le D-born, c'est peut-être le plus dur que j'ai fait. Mais bon, c'est surtout dû à une mauvaise gestion de la course le jour J. Quoi. Et t'as fait un 5000 là récemment à Marseille, je crois. T'as moins souffert? Non, c'était à Bruxelles. À Bruxelles, pardon, ouais. J'ai moins souffert, mais j'ai quand même bien souffert en fait. Quand j'ai glace, tu viens de le dire, j'y repense. Mais après, c'était première chaleur et tout, premier 5000 pistes. On m'avait prévenu, on m'avait dit tu vas voir le premier 5000 pistes, c'est pas facile. Donc je m'y attendais. Mais ouais, j'ai quand même bien souffert sur 5000 pistes, ouais. Et à Lille, pardon, mais t'avais pas de lièvre attitré là? T'as fait la course toute seule? Ouais. Après, il y a une telle densité que... Ah mais tu vois, ça rejoint un peu ce que je disais au début, on a l'impression que tu as du caractère et que tu sais où tu vas, quoi. T'as pas besoin de 3 mecs lièvres, on sait que... Enfin, c'est l'impression Ouais, que tu me donnes. c'est que... En fait, je pense que ça va peut-être avec le fait que je me suis entraînée seule pendant longtemps. Je sais que si on me dit tu pars sur tel chrono, je vais tout faire pour le maintenir. Je vais regarder mes temps de passage et je vais me dire, ok, bon, là c'est bon, là c'est bon. Et j'arrive à me réguler comme ça, on va dire. Après, c'est vrai que quand il y a un lièvre, quand j'avais fait mon D-born à Aix-les-Bains et j'avais couru, il y avait un lièvre sur les bases de 32 minutes et donc j'étais restée avec tout le début. C'est quand même hyper confortable, il n'y a pas besoin de réfléchir, pas besoin de regarder les temps de passage.
c'est quand même bien. Ouais, mais des fois, Emma, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve les filles qui courent toujours avec lièvre, ça enlève quand même un peu de valeur, je trouve, à la perf quand même. Non? Parce que nous, les hommes, on n'a pas cette chance d'avoir toujours des lièvres, tu vois. Oui, mais il y a plus de densité chez les hommes et vous avez toujours beaucoup de monde. Alors que par exemple, dans des niveaux comme Clara, bah, mine de rien, c'est difficile de trouver des lièvres qui sont à cette allure. Si, parce qu'elle va trouver un lièvre homme et ça va se le faire tout seul, tu vois, elle va faire une vraie course. Et c'est pour ça que je trouve que les courses sur route sont pas si mal aussi. Parce que là où sur piste, c'est difficile justement de trouver des lièvres. Et ben avec la route, je pense qu'on peut faire des très gros chronos justement en s'aidant sur les gars. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, on en discutait, c'est vraiment l'avantage que je trouve à la route aussi. Enfin, au-delà de l'aspect où ça passe un peu plus vite, parce que sur piste, c'est vachement redondant de faire des tours et tout, il y a ce côté où les courses sont mixtes, et c'est beaucoup plus facile de se trouver des packs avec qui rester, avec qui ça court vraiment, parce que comme tu disais, chez les filles, c'est dur à part de vraiment s'organiser et de se contacter entre nous pour savoir quel 10 bornes ou quel 5 bornes faire. Le fait qu'il y ait des garçons, on sait toujours qu'on trouvera des gens pour courir en 31-45, quoi, par exemple. Ouais. Et vous le faites pas, ça? Vous contactez, ça se fait, ça, un peu? Vous le faites? Oui. Oui, c'est vrai que ça se fait. Et je pense que c'est bien de monter des courses quand on veut chercher. Bah, justement, pour toi, j'imagine, pour des minima, vraiment, où il faut des allures à la seconde près, c'est intéressant. C'est j'essaye toujours, avant d'aller sur une compète où je sais que j'ai un objectif, j'essaye de contacter un peu les filles que je connais ou je vois qui sont inscrites pour savoir un peu si elles ont déjà un peu des chronos prévus dans leur tête, si elles viennent bien. Voilà, pour être sûre que je vais pas me retrouver seule le jour J, quoi. Tu la classes comment, Emma, toi, Clara, parmi les athlètes françaises, là, maintenant? Tu la vois comment, quasi au top? Tu la mettrais comment? C'est une... Moi, je la verrais parmi les meilleurs parce que tes chronos te placent de toute façon dans un niveau IB ou voire IA pour le steeple. Et finalement, maintenant, tu as prouvé que tu avais ta place même parmi les seniors. Donc, ça laisse présager que tu peux encore progresser. Et pour moi, oui, je te vois dans les top athlètes. Et c'est un peu à double tranchant parce qu'elle est rookie, comme on dit aux États-Unis, donc c'est ta première saison. Des fois, le plus dur, c'est de confirmer. D'un côté, le plus dur, c'est de confirmer, mais d'un autre, tu auras acquis l'expérience de cette année-là et tu pourras être meilleur. Toi, ça t'inquiète? Enfin, tu le vois comment? Non? Non, ça m'inquiète pas parce que là, du coup, je suis dans une dynamique où je me vois progresser. Donc, mentalement, c'est hyper agréable. Enfin, je me dis... j'ai vraiment ce truc de me dire jusqu'où je peux aller. Donc, non, c'est quand même... pour l'instant, c'est agréable, cette idée. Après, je sais que, vu que c'est ma première année, pour l'instant, ça va. Mais je sais qu'il y a tout ce côté un peu pression après derrière qui peut arriver, où les gens, ils ont des attentes derrière, où finalement, on se retrouve moins à courir vraiment pour soi. Ouais, c'est ça, ouais. Et on sait que derrière, il y a vraiment des gens qui nous attendent au tournant sur certaines courses. Et je pense que cette pression-là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Mais je m'attends à ce que ça arrive potentiellement si je continue de progresser, ouais. En plus, souvent, c'est vous, les athlètes, ou nous, les athlètes, qui nous la mettons, la pression. Parce qu'au final, les gens, ils s'en mais foutent c'est un clair. peu. Non, mais c'est clair. Ouais. C'est parce qu'on est toujours là à se dire, mais là, j'ai fait ça, si je fais moins bien, qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors qu'en vrai, les gens, oui, ils s'en fichent. Moi, la première, quand je vois, par exemple, des copines ou quoi qui font des chronos, elles sont hyper déçues d'elles-mêmes. Elles se disent, mais je vais les décevoir. Puis finalement, je leur dis, mais pas du tout. On sait ce que tu vaux, donc faut pas se prendre la tête par rapport à ça. Mais c'est sûr que quand on est à la place vraiment de l'athlète, on a toujours cette pression de se dire, faut pas les décevoir, quoi. Ouais. Et justement, tu as un beau groupe d'amis qui ont un beau niveau. Je vous ai déjà croisés à Font-Romeu. J'imagine que ça crée aussi une certaine émulation de se retrouver comme ça et de partager des séances ou des stages. Ah, mais carrément. Moi, je sais que les stages, là, tu parlais de Font-Romeu, c'est des choses qu'on attend. Là, moi, j'y suis allée en avril, j'ai déjà hâte d'être en octobre pour y retourner, les retrouver, m'entraîner avec elles. Parce que des filles comme ça, on n'en trouve pas partout. Moi, c'est vraiment les personnes avec qui je m'entends le mieux et avec qui j'ai les liens les plus forts, on va dire. Et le fait que ça soit qu'on fasse la même discipline et qu'on puisse se retrouver comme ça, c'est hyper agréable. On n'habite pas du tout au même endroit, donc en dehors de l'athlé, finalement, on se voit rarement. Donc quand on se retrouve vraiment pour les stages, les compètes, c'est trop bien et ça crée vraiment une émulation, comme tu dis, c'est top. Et donc là, pour planifier tes saisons, maintenant, tu inclus systématiquement des stages en altitude? J'ai mis ça... J'ai commencé la première fois l'année dernière, parce que justement, mes copines, elles avaient l'habitude déjà d'en faire. Moi, j'y avais jamais trop pensé, parce que j'avais pas vraiment...
je dirais pas le niveau, mais j'en ressentais pas le besoin. Mais quand on y a goûté une fois, de se dire les stages en altitude, c'est trop agréable. Enfin, surtout Font-Romeu, moi j'adore cet endroit. Donc j'y suis allée une fois et maintenant j'aimerais vraiment continuer d'y aller 1 à 2 fois par an parce que j'adore l'endroit et j'en ai vu les bienfaits pour l'instant à chaque fois que j'y suis allée. Donc ouais, j'aimerais bien continuer. Et quand tu dis je, c'est pas ton père qui décide là, c'est toi qui. Comment ça fonctionne? Bah, c'est des réflexions communes quand même parce que je vais pas lui dire bon, je pars à tel moment en stage. On élabore ça ensemble. Ouais. Pareil, moi, c'est vrai que la première fois où je suis allée à Font-Romeu, bah, j'avais émis l'idée parce que mes copines y étaient et m'avaient proposé d'y aller. Donc je lui avais dit, j'aimerais bien partir en altitude 3 semaines. Et ouais, il m'a dit, bah, c'est une bonne idée. Si t'as l'occasion, franchement, vas-y. Et puis, si, c'est quand même des choses qui se mettent en place avec lui, ouais. Et après, quand tu es en stage, est-ce que niveau volume, t'en fais plus que d'habitude? Ou alors pas forcément et c'est plutôt pour changer d'air et justement profiter de retrouver tes amis? Bah, si, quand même, globalement, il y a plus de volume. Enfin, là, quand j'étais à Font-Romeu, je tournais en moyenne à 115 bornes semaine. C'est pas ce que je fais quand je suis chez moi. Chez moi, je suis plutôt entre 90 et 100, 105 au max. Donc là, il y a quand même plus de volume. Et puis à côté, on fait pas mal de vélo en salle ou des trucs comme ça. Donc sur le volume horaire, on va dire, il y a quand même plus. Et moi, c'est ce côté-là que j'aime bien aussi en stage. C'est de se dire, on est là que pour ça. Donc on optimise un peu le temps là-bas et on en profite pour s'entraîner un peu plus, ouais. Et tu fais plus de volume, mais est-ce que tu as changé ta gestion de la difficulté de l'entraînement? Est-ce que tu te rentres plus dedans qu'avant? Est-ce que tu le fais moins? Tu as changé ça avec le temps? Non, parce que j'ai toujours eu la faculté à vraiment me rentrer dedans l'entraînement. Ah oui. Enfin, je me rappelle quand j'étais petite, des fois je finissais des séances et papa il me disait mais ralentis là, tu vas trop vite. J'étais toujours dans le truc où je voulais essayer d'aller chercher mieux. Donc ça, non, je pense pas que ce soit quelque chose qui est joué. Mais par contre, ouais, enfin, le fait d'avoir augmenté le volume, il y a beaucoup plus de bornes faciles, on va dire, de seuil, de footing, des trucs comme ça. Mais sinon, les intensités, ça n'a pas vraiment changé. Mais si par exemple, je dis n'importe quoi, des 400 à faire en 1,10, tu auras tendance, toi, à les faire en 1,8, à te mettre sur les genoux ou non, tu vas respecter? Non, parce que maintenant, j'ai quand même la maturité de me dire que si on me les a donnés à faire en 1,10, c'est qu'il faut que je les fasse en 1,10. Et puis, j'ai atteint aussi maintenant un niveau sur les séances où aller chercher la moindre seconde, c'est ça quand devient même dur. plus dur. Donc, ouais, non, maintenant, j'essaie quand même de respecter les chronos quand je peux. Enfin, quand j'y arrive. On peut parler un peu de l'entraînement, du technique. Tu disais que vous aviez changé ça aussi et vous fixiez un peu enfin, vous utilisiez un peu les datas et tout. J'ai vu que tu étais suivi par Morten et tout. Ouais. Tu peux parler un peu comment tu utilises la nutrition pour optimiser, comment tu utilises les lactates et tout, si tu peux un peu décrire. Ouais, bah ça c'est assez récent aussi. Bah justement, Morten, je suis avec eux que depuis cette année avec distance justement. J'utilise pas mal les gels et les gels CAF. Bon, les gels CAF surtout en compète, mais les gels à l'entraînement, ça je l'ai mis en place. Je prends, on va dire, par exemple la moitié au début et la moitié pendant ou après. Ça, c'est surtout en termes de récup pour éviter de puiser un peu dans les réserves et refaire les stocks directs. Mais c'est une routine, tu le fais systématiquement. T'attends pas d'avoir faim ou... Bah non, j'attends Ouais. pas d'avoir faim. Je le mets en place vraiment sur les séances où je sais que par exemple les seuils un peu longs, si j'ai double seuil ou des trucs comme ça, où je sais que sur la journée il va falloir que j'ai vraiment l'énergie qu'il faut. Et après, bon ça c'est pour les gels. Et après, tu parlais de bicarb, c'est ça, enfin tu voulais savoir un peu... Ouais, si t'en prends... Ouais, ça je l'utilise maintenant pour les compètes. Est-ce que ça a un effet? On sait pas, parce que je le prends pas tout le temps. J'ai fait des bonnes perfs avec et sans. Donc je saurais pas te dire si c'est vraiment un effet placebo ou si ça fonctionne. Je pense que ça doit fonctionner pour certaines personnes. Moi peut-être, je saurais pas dire. Mais ouais, je l'utilise pas mal en compète. Dès que je sais qu'il y a des minima à aller chercher ou un truc comme ça, je le mets parce que je me dis, allez, je mets toutes les chances de mon côté. Ouais. Et lactate, un peu, tu t'en parlais? Ouais, bah ça, pareil, on a commencé cette année, on a investi dans la machine là. Bah, j'ai pas fait de test à l'effort justement, donc je connais pas trop mes seuils. Mais bon, on fait avec des données vachement théoriques, comme on disait là. 2 millimoles pour le seuil 1, C'est les chiffres 4 standards, quoi, ouais. Ouais, c'est ça. On contrôle un peu pour être sûr que je sois pas hors zone. Parce que comme je disais, bah, si j'ai tendance à aller un peu trop vite ou quoi,
on peut très vite tomber dans le surentraînement quand on a un certain volume d'entraînement. Donc ouais, on l'a mis en place pour essayer de contrôler un peu ça surtout et rester dans les bonnes zones de travail. Ouais. Et est-ce que tu pourrais, par exemple, nous détailler une semaine type? Est-ce que ta méthode, c'est plutôt axé volume, plutôt intensité, plutôt un mix des deux? Bah, ça dépend un peu de la période de la saison dans laquelle on est. Mais ça va être globalement un mix des deux, hein, parce que je fais pas... c'est rare que je fasse des semaines où je fais que du volume et que facile, entre guillemets. Et je fais jamais des semaines où je fais que de l'intensité. Donc c'est vraiment... Enfin, si tu veux savoir une semaine type, bah, le lundi, ça va être par exemple le lundi matin, footing muscu. L'après-midi, deuxième footing, mais récup bah, pour faire du volume, justement. Bah, le mardi, ça va être une petite sortie avec un peu du seuil 1. Voilà, une sortie facile, entre guillemets. Mercredi, ça va être une intensité, soit sur piste, soit sur terrain cross, selon la période dans laquelle on est. Jeudi, ça va être sortie récup, soit à pied, soit à vélo. Ça dépend, je varie un peu selon si je suis chez moi ou si je suis à Marseille pour les études, parce que j'ai pas mon vélo là-bas. Vendredi, pareil, une deuxième intensité, soit sur piste, soit sur chemin. Samedi, récup, à pied ou à vélo. Et dimanche, la classique sortie longue, où on essaye de placer souvent un peu de seuil 2 ou de seuil 1, ou de double seuil, si jamais c'est quand j'en fais la semaine. Ok. Et du double seuil un petit peu, ouais, tu disais donc. Ouais, bah ça, pareil, j'ai commencé à Font-Romeu avec mes copines. J'avais jamais fait, donc j'ai découvert avec elles. Et en vrai, j'ai adoré parce que bah, moi, j'aime bien le fait de borner. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc, quand j'en ai fait, j'ai de suite accroché. Et j'ai pas ressenti... Parce qu'il y a des gens à qui ça convient pas du tout parce que ça les fatigue vraiment. Et moi, je me suis rendu compte que je les encaissais plutôt bien. Donc, on l'a mis en place. On le fait pas du tout systématiquement hein, parce que... Enfin, faut quand même l'encaisser. Donc, les semaines où je sais qu'il va y avoir compète bientôt ou quoi, on le met pas. Mais dans les semaines où on charge un peu le volume et l'entraînement, ouais, on essaye de le mettre en place. Ah oui, donc c'est quand même assez récent. Ouais, c'est depuis cette année. Ouais. Ouais, mais c'est un entraînement, ouais, c'est hyper cohérent, je trouve, comme elle l'aborde et tout. Ouais. Parce que tu restes nuancé, tu t'intéresses au truc, mais tu restes nuancé, t'es pas dogmatique sur tel ou tel ouais, non, parce type que d'entraînement. oui, non. Mais c'est ça, justement, on teste pas mal de trucs et on aime bien essayer parce que bah, papa, justement, il se renseigne beaucoup, il regarde beaucoup de vidéos, de podcasts. Et il s'inspire beaucoup du vélo parce qu'ils sont un peu avant-gardistes, j'ai l'impression, sur toutes les méthodes qu'ils utilisent. Et bah, il s'inspire vachement d'eux. Et on teste plein de trucs à l'entraînement. On voit ce qui fonctionne pas, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Et on fait vraiment en fonction de ça, finalement. Donc c'est très personnalisé comme entraînement et je pense que c'est ce qui fonctionne, du coup, pour moi, ouais. Et t'as pas de blessure récente? Non. Pour l'instant, non. Et je croise les doigts, je touche du bois, tout ce qu'il faut pour pas en avoir. Mais j'ai été bien embêtée l'été, il y a 2 ans. J'ai eu des fractures de fatigue. Voire on pense à cause du stiple. Parce qu'on n'était pas encore assez bien renseignés et on en a peut-être fait un peu trop. Mais depuis cette fracture de fatigue, j'ai pas été trop embêtée. Donc peut-être qu'on gère mieux maintenant. T'avais eu quoi? C'était quoi? Métatarse? Métatarse 3 et 4. Okay. Et naviculaire, en fait. J'en avais 3 en même temps. On l'a pas su direct. On l'a su 1 an après quand j'ai fait une scintigraphie. Donc j'avais les marqueurs. En fait, j'ai commencé au début de saison, j'avais une douleur au niveau du naviculaire, mais on savait pas trop ce que c'était. Et moi, en vrai, j'ai fait l'erreur de pas trop en parler parce que on a tous fait ça une fois. Et donc, je me suis retrouvée à compenser et à courir vachement sur l'externe du pied. Et là, les métatarses 3 et 4, ils ont pris choc sur choc. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir un peu des bleus sur le pied, des douleurs qui partaient pas. Donc, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Et là, on a fait IRM, scintigraphie, tout ça, et on a tout vu. Et on s'est dit, ah ouais, non, là, c'est chaud. Donc là, j'ai coupé la saison. J'ai plus couru de 1 mois entier. J'ai fait que de l'entraînement croisé sur vélo, sur elliptique. Pour essayer que ça parte le plus vite possible, quoi. Ok. Une question te vient? Là, pour l'instant, non, pas spécialement. Il y en a une qui m'a échappé, moi. Je sais plus ce que je voulais te demander. Je me rappelle plus. Si, je voulais parler un peu de cross. T'en as pas parlé, t'en fais oui, moins. Exact. C'est pas que j'en fais moins, mais c'est que j'ai moins perfé sur cross, on va dire.
Là, cette année, j'avais quand même un bel objectif, c'était de réussir à me qualifier au championnat d'Europe de cross. Ça s'est pas passé comme j'ai voulu. Mais si, moi, le cross, j'adore ça. Enfin, je viens de là et ça reste une de mes distances préférées, hein. Franchement, quand c'est la période hivernale, je me régale en cross. Et tu préfères le cross ou la piste? C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que j'adore le côté ludique du cross, être dans la boue. Moi, en vrai, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais j'aime beaucoup aussi le côté très carré et très chronométré de la piste. Avant, j'aimais beaucoup moins la piste. J'aimais pas trop ça quand j'étais plus jeune parce que j'étais pro cross, j'aimais trop ça. Mais maintenant, j'ai beaucoup pris goût à la piste et je saurais pas trop choisir. Mais non, franchement, je les place un peu au même niveau maintenant. Les deux, Et la route aussi, t'aimes autant? Ouais, la route, j'aime autant. Mais c'est pour ça que je fais un peu de tout. Parce que j'aime les trois. Et j'aime bien le fait de pouvoir essayer de perfer sur les trois. Après, je sais que ça va peut-être pas être infini. Parce que pour pouvoir spécialiser, il faut vraiment avoir une spécialité. Mais ouais, non, les trois terrains, j'aime bien. Et la route, j'ai découvert assez récemment. Du coup, plutôt cette année. Avant, j'en faisais pas trop. Et cet hiver, tu as été championne du monde universitaire de cross. C'était une belle expérience. Ouais, c'était une belle expérience. Ça a été un choix un peu dur à faire parce qu'il fallait choisir du coup entre les championnats de France de cross ou les mondiaux universitaires. Je pouvais pas faire les deux parce que c'était à une semaine d'intervalle et quand on fait une sélection, on n'a pas le droit de courir 2 semaines avant. Donc j'ai dû choisir, mais je me suis dit, bon, les mondiaux universitaires, c'est quand même une expérience à vivre. On peut peut-être pas vivre ça tous les jours, ça reste une sélection. On va dans un autre pays, on est avec une équipe et moi, ce côté-là, ça me plaît beaucoup. Donc ouais, c'était quand même une sacrée expérience, ouais. Et cet hiver, on te verra au championnat de France de cross? Ouais, j'espère, ouais. Si rien m'en empêche, avec plaisir. Tu disais qu'il allait falloir choisir de la distance, la spécialisation un de ces jours. T'as tendance à t'orienter vers quoi? Tu vas aller vers celle que tu préfères ou vers celle où t'es la meilleure ou t'as déjà quelque chose en tête? En termes de préférence, en vrai, j'en ai pas tellement parce que, comme je disais, j'aime beaucoup tout ce que je fais. Après, je pense que pour l'instant, on regarde la progression que j'ai. Là où j'ai le plus de chance, ça va être sur Steeple. Parce que c'est là que j'ai la meilleure perf, parce que j'ai fait IA, si je me trompe pas, sur Steeple. Donc c'est là que j'ai le plus de chance et là où il y a un petit peu moins de concurrence aussi, même si ça se développe un peu maintenant. Je pense que c'est là que j'ai le plus de chance d'aller le plus loin possible, on va dire. Donc si jamais je devais me spécialiser, je pense que ça serait là-dedans. Mais le plus tard sera le mieux parce que j'aime bien pouvoir toucher un peu à tout et c'est beaucoup moins redondant comme ça. Okay. Et après, plus tard, tu te verrais aller sur semi, marathon, ce genre de choses? Marathon, pour l'instant, pas trop parce que ça me fait un peu peur. Après, je sais que c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie, mais peut-être plus tard quand j'en aurai fini avec l'aspect vraiment perf compète, juste pour le côté plaisir et le défi de faire un marathon. Semi, peut-être. Pourquoi pas, parce que je pense que ça peut me plaire. Après, je suis pas sûre de pouvoir vraiment me spécialiser là-dedans, parce que c'est quand même très spécifique. Il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de bornes, enfin, plus que ce que je fais là, je pense. Donc, pourquoi pas tester, mais je suis pas sûre de vraiment me spécialiser là-dedans plus tard, quoi. On est le lendemain de la Diamond League de Paris. T'étais au Stade Charletti. Est-ce qu'il y a une course, t'as aimé tout l'événement, et est-ce qu'il y a des courses ou des athlètes qui t'ont fait vibrer un peu hier? Ouais, hier, en vrai, toutes les courses ont été dingues. C'était vraiment un énorme meeting, donc je me suis régalée du début à la fin. Après, c'est vrai que si je devais retenir une perf... c'est dur de choisir parce que, en vrai, Anaïs Bourgoin sur le 800, ça a été exceptionnel. Mettre une seconde comme ça au record de France, c'était une sacrée claque. J'en ai eu des frissons tout le long de la course. Et après, Agathe Guimau, record de France sur 15, pareil, c'est impressionnant. Donc entre les deux, je saurais pas trop, je pourrais pas choisir, je pense. Et c'est bien à vivre dans le stade. Moi, l'athlé, c'est un sport que c'est bête, mais j'ai l'idée que je préfère le regarder à la télé parce qu'on a les images de près et tout. C'est bien dans le stade, tu le vois quand t'es ligne opposée, tu vois quelque chose? On voit pas tout. Après moi, j'étais très bien placée parce que j'étais ligne d'arrivée. Mais en fait, il y a toute l'ambiance du stade, voir tout le monde autant à fond, tout le monde crier, tout le monde se lever quand il y a un peu de suspense, c'est vraiment quelque chose qu'on vit pas à la télé. Donc avoir vraiment cette ambiance de stade, moi j'adore. J'ai pas vu beaucoup de meetings, là c'était ma première Diamond League à Paris. Non, c'était quand même exceptionnel. Enfin,
moi, je sais que je préfère vivre le moment sur le stade que de le revoir à la télé. Et puis il y a l'aspect quand même où les Français sont vachement poussés. Enfin, les coureurs français Ouais. qui courent à la Diamond League sont Ouais. poussés par le public, ils le disent. Et Mhm. ça crée un peu cette atmosphère assez incroyable. Ouais, bah, c'est ça. Bah, là, c'est Jimmy Gressier qui en parlait. Il disait, le public français, vous êtes incroyable. Et en vrai, ouais, c'est clair, parce que là, je voyais dans le stade, dès qu'il passait, finalement, t'avais toutes les tribunes qui se levaient, qui criaient. C'était vraiment... ouais, ça doit être puissant à vivre, une course comme ça, avec autant d'encouragement et autant d'ambiance. Ça doit rajouter un truc, c'est sûr. Ouais, ce meeting, ça a l'air d'être un public de connaisseurs quand même, parce que tu sais, des fois sur des JO, ils peuplent un peu les stades par des gens qui connaissent pas. Là, le meeting de Paris, ça a l'air d'être des gens qui connaissent l'athlète. Ouais, Donc je ça- pense qu'il y avait beaucoup d'athlètes purs. Après, j'ai quand même vu pas mal de familles et j'ai été surprise de ça, de voir vraiment des enfants, un public assez diversifié. Mais oui, c'est vrai que quand on est dans des Diamond League ou des meetings plus précis, ouais, c'est souvent plus spécialisé parce que c'est moins médiatisé, moins mis en avant. Mais là, j'étais quand même surprise de voir la diversité qu'il y avait en termes de spectateurs, ouais. Oui, puis ça reste accessible quand même en termes de Mm. tarifs. Donc je pense que des gens qui connaissent pas forcément l'athlé, ils voient qu'il y a ça à côté de chez eux, ils y vont et Ouais, ils bah oui. découvrent un sport finalement. Non, c'est clair. Mais c'est ça qui est bien, c'est le rendre accessible. Je trouve ça hyper intéressant pour pouvoir faire découvrir justement un peu l'activité. C'est vachement bien. Est-ce que tu connais les conditions pour entrer dans une Diamond League en tant qu'athlète? Les conditions, enfin, je les connais pas vraiment parce que. Bah, après, je sais que déjà, il faut avoir un agent parce que rentrer dans les Diamond League comme ça, c'est un peu compliqué. Mais La en perf vrai, ne suffit pas si t'as pas d'agent. Je sais pas trop mais comment je ça se crois passe. qu'en Diamond League, c'est eux qui te contactent. Enfin, je suis pas sûre parce que je m'y suis pas trop intéressée. Mais je crois que pour la Diamond League précisément, c'est eux qui te contactent et t'es même payé pour aller courir là-bas. Enfin, après, c'est selon peut-être un peu le standard des athlètes. Mais sinon, il faut vraiment avoir un agent et avoir les perfs qu'il faut parce que tu rentres pas comme ça dans les gros meetings. Faut avoir un sacré niveau, quoi. Oui, mais finalement, je pense que tu pourrais aussi avoir ta place dans une des courses. Je pense que depuis que j'ai fait 9-23, je pourrais. Mm. Après, c'est assez dur de trouver des steeples en Diamond League. Là, par exemple, à Paris, il n'y a pas. À Monaco, il n'y a pas. Je sais qu'il y a eu à Stockholm. Mais bon, j'avais pas encore couru en Finlande à ce moment-là. Après, c'est sûr que voilà, courir en Diamond League, c'est un peu un rêve de petite fille. Mais je pars du principe qu'il faut vraiment faire chaque chose en son temps parce que faut pas le faire prématurément. J'ai pas envie d'y aller et de me prendre une claque finalement. Donc le jour où j'irai, j'espère un jour, j'espère que je serai vraiment prête et que je pourrai jouer vraiment dans la course, quoi. Et comme athlète que t'admires, il y en a? Oui, en vrai, il y en a plein. Là, spontanément, forcément, j'ai envie de parler d'Alice Finot. Sur le steeple, ça fait rêver. Elle arrive à faire des perfs qui sont... Enfin, faire moins de 9 minutes sur steeple, c'est inimaginable, quoi. Donc, c'est... Ouais, je pense qu'elle me fait bien rêver, ouais. Et ça va pas tarder que tu cours avec elle, justement. Tu vas... J'ai déjà couru avec elle T'as déjà couru au avec France Elite. Ah oui. C'était c'était impressionnant parce que c'était une de mes premières grosses courses avec autant de niveaux. Donc ouais, c'est rigolo d'être sur la ligne à côté et de se dire ah ouais, je vais courir avec elle. Donc ouais, non, c'est sûr, c'est impressionnant et voilà, je serai de plus en plus amenée à courir avec elle, je pense. Donc ouais, c'est cool. Et le jour où tu vas la battre, ça va être Ouf. un changement. Bon, il y a le temps, hein, à mon avis, parce que là, elle est quand même sur une bonne lancée et elle en a encore pour un petit moment, je pense. Et moi, pour grappiller encore 23 secondes pour arriver à son niveau, enfin non, je sais plus combien elle a fait exactement, mais faut que je gagne encore pas mal de secondes, donc ouais, j'ai le temps. Hein. Et d'autres athlètes à l'international ou des hommes et tout, il y en a? En vrai, il y en a plein. Après, j'ai pas vraiment d'idole précis. Enfin, classique, j'aime beaucoup Jacob Ingebrigtsen, surtout un peu avec l'histoire qu'il a eue. C'est touchant de voir le parcours qu'il a eu. Puis le niveau est stratosphérique, donc ouais, il fait partie des athlètes que j'admire. Après, j'en ai pas spécialement. J'aime bien me renseigner un peu auprès de tout le monde et tout, et encourager un peu sur tous les terrains, mais ouais, non, je dirais Jacob, sinon comme ça. Et toi qui viens du vélo, une Pauline Ferrand-Prévot et tout, Ah oui. t'admires? Ouais, forcément. Là, ça, c'est pareil, c'est un niveau qui est hallucinant et elle est impressionnante de par son niveau, et puis je la suis beaucoup, ouais. Et après, est-ce que tu as un souvenir de course en particulier qui t'a vraiment marqué ces derniers mois ou dernières années ?
Bah, souvenir de course, bah là, comme ça, je dirais, je pense peut-être les mondiaux universitaires. Parce que c'est quand même, même si ça reste, c'est que universitaire, c'est quand même, on se dit c'est une course mondiale. Il y avait quand même des filles que je connais de nom qui sont, qui font partie du top niveau mondial. Donc gagner une course comme ça a été vraiment une émotion forte. Puis j'ai vécu ça en équipe avec mes copines, mes copains qui étaient là. Donc ouais, je pense que sur ces dernières années, c'est eu la course où j'ai ressenti le plus d'émotion à la fin. Quand tu commences à faire partie des meilleures françaises comme ça, c'est quoi qui te motive? C'est d'aller chercher, d'essayer d'aller grappiller des médailles un peu sur steeple, 10 km route. C'est ça qui te motive un peu maintenant ou... Bon, il y a ce côté-là, ouais. Après, il y a le côté. Maintenant, je commence à voir un peu le côté international aussi, où je regarde un peu les chronos européens, les trucs comme ça, et je commence à connaître un peu les filles de mon niveau, bah, notamment sur Steeple, là. Je commence à connaître un peu leur nom, tout ça. Et là, bah, ce qui me motive, c'est d'aller voir un peu combien elles ont fait, voir enfin, où je me situe. Et ouais, c'est un peu les deux côtés, du coup, au niveau français, au niveau international. Il y a un peu les deux côtés qui m'attirent, ouais. Et là, ça serait quoi tes prochains objectifs en termes de, je sais pas, de championnat, de place, de chrono? Ben là, du coup, à très court terme, ça va être refaire les minima sur Steeple, les minima B pour les Europes. Après, Pardon, faut les avoir fait 2 fois pour être éligible, c'est les ça? minima B, ouais. Oui, ok. En fait, il y a 2 minima. Il y a les A, c'est 9-13 ou 9-12, je sais plus exactement. Là, il y a besoin de les faire qu'une fois. Mais les B, vu qu'ils sont quand même en dessous, faut les faire 2 fois pour Ok. les valider. Et après, sinon, en termes de place, ça serait vraiment bah, au championnat de France élite, du coup, faire un podium. Ça serait le deuxième objectif à court terme principal, on va dire. Quand on t'écoute, t'as quand même l'air de t'orienter vers le steeple quand même. Ça a l'air d'être... Bah, c'est parce que là, c'est vraiment Ouais, le c'est court terme, c'est la c'est saison, la ouais. période, quoi. Et après, j'ai pas vraiment de... Bah, c'est là que c'est le plus concret pour moi, parce qu'après, en cross, tout ça, c'est hyper variable finalement. Donc, c'est plus dur de se projeter et de se dire, ah bah, j'aimerais faire telle place. Ou... Puis, il n'y a pas non plus la notion de chrono. Et sur route, pareil, c'est hyper récent pour moi, donc je sais pas trop comment ça va se profiler la suite. Donc, j'ai pas trop d'objectifs en particulier. Et tu peux expliquer le steeple un peu comment on gère les séances pour à la fois travailler la technique sans se blesser en enchaînant trop les barrières, pardon, comment vous gérez tout ça? Bah, du coup, ouais, on a revu à la baisse quand même l'entraînement steep depuis que je me suis fait mes fractures de fatigue. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait pas mal de techniques pures, donc des petits passages, des petits exos sur quand les sont rapprochés, là. Ça, on essaye d'en placer à l'échauffement de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine. Tu veux dire de la mobilité de hanche, Ouais, tout ça? c'est ça, Ouais. exactement. Puis après, du travail de pied sur plot, tout ça. Après, à côté, en muscu, on a inclus pas mal de plio, parce que bon, c'est quand même exigeant à ce niveau-là. Et après, en termes de vraiment de steeple, j'en fais pas énormément. Quand on est vraiment en période de steeple, je dirais que j'en fais une toutes les 2 semaines. Et encore, c'est sans compter les moments où je fais des steeples, parce que si je fais une compète sur steeple, je vais pas faire de spé ni une semaine avant, ni une semaine après. Et donc, ouais, spé steeple, j'en fais pas souvent. Mais des fois, j'essaye par exemple sur mes seuils de faire une rep sur 2 avec quelques haies pour pas perdre un peu le mouvement, quoi. Et la rivière, pareil, tu le travailles un peu ou non? La rivière, non. Je le fais surtout en compète. C'est mes entraînements principaux. Après, là, cette année, j'ai fait une séance avec rivière. On a rempli à mon stade. On va peut-être essayer de le faire plus souvent pour essayer de plus automatiser le mouvement. Mais non, je le fais pas souvent parce que c'est quand même un peu traumatisant, la rivière, je trouve. Donc, on va pas en passer 7-8 à l'entraînement, quoi. Donc, on n'en fait pas trop. Ensuite, par rapport à ton quotidien, donc tu l'as dit, tu es encore dans les études. Comment tu arrives à concilier les deux, sachant que l'année du concours pour le CAPEPS, c'est quand même assez intense? Ouais, bah cette année, elle a pas été facile, hein, clairement. Après, j'ai eu pas mal d'aménagements, donc c'est ce qui m'a permis d'être très peu souvent à Marseille, sur mon lieu d'études, et de rester chez moi et de m'entraîner avec mon groupe, avec mon père. Et en fait, bah finalement, mes journées, ça se résumait à m'entraîner, réviser, m'entraîner, réviser. J'ai pas eu trop de vie sociale, j'ai pas trop vu mes amis en vrai. Mis à part, bon, ceux du club, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, mais ouais, ça a été un peu dur comme année. Là, j'ai fini il y a une petite semaine, et ça fait vraiment du bien de pouvoir souffler, de se dire, ah là, je peux faire la sieste sereinement, là, j'ai pas besoin de réviser. Alors, c'est cool d'en avoir fini, ouais.
Et si tu es amené à avoir des mutations un peu partout en France, c'est pas quelque chose qui te fait peur, justement, par rapport à cet équilibre, au fait que ce Ouais, soit ton si. père qui t'entraîne, au fait que tu aies ton groupe? Si, mais du coup, ça, j'avais un peu anticipé. Et donc, j'avais la possibilité de passer le concours dans le privé ou dans le public. Et donc, quand on passe le concours dans le public, on est justement amené à muter là où il y a de la place. Et donc, ça se traduit par région parisienne. Et là, moi, c'est quelque chose que j'envisageais pas du tout parce que je suis très famille, très liée à... Enfin, je me voyais pas du tout partir de chez moi. Donc, j'ai choisi de passer le concours dans le privé. Et là, dans ce cas-là, je reste dans la région. Et c'est un peu moi qui dois démarcher les différents établissements là où il y a des places. Et c'est un système un peu d'entretien d'embauche avec les chefs d'établissement. Et c'est ce côté-là qui m'a attirée où je peux vraiment choisir, entre guillemets, l'endroit où je veux aller, quoi. Parce que c'est vrai que le système de liste ministérielle, je sais pas s'il s'applique dans l'éducation nationale. Non. Non, du tout. Non. Je sais qu'il y a des aménagements après. Enfin, il faut attester d'un certain niveau. Et tant que t'es, je crois, c'est peut-être les listes élites. Mais ça, bon, j'en suis même pas sûre, j'en suis pas convaincue. Ou peut-être que tu peux rester le temps que t'es listé à ce moment-là dans ta région pour faire un rapprochement de club. Ah oui, ouais. Mais en fait, à partir du moment où ça s'arrête, donc si je sais pas si ça dure 2 ans, tu vas rester 2 ans et tu vas pouvoir enseigner chez toi. Mais en fait, si d'un coup ça s'arrête que t'es pas sur liste, automatiquement t'es muté là où il y a de la place. Donc c'est un peu, c'est pas viable quoi finalement. Ça dure un temps, mais c'est pas. Sinon c'est le seul aménagement. Y a pas trop d'aide. Ok. Combien de temps il nous reste? Il nous reste 10 minutes, ouais. T'as pas de questions pour Clara? Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. C'est vrai qu'on a fait un beau tour. Je sais pas si tu penses à d'autres choses. On parlait un peu des marques. Donc, tu es sous contrat avec distance, c'est On, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça, pareil, c'est durable, c'est des petits contrats d'1 an, tu sais comment ça se passe? Là, c'est pas vraiment un contrat temporel. Enfin, c'est plutôt une entente entre moi et la team. Après, c'est quand même une aide qui est inconsidérable en ce moment. Enfin, ça, du coup, parce que j'ai un contrat avec On, avec Morten, avec Oakley et Compress Sport. Donc finalement, j'ai tout un accompagnement, que ce soit au niveau de la récup, de l'alimentation, de l'équipement, qui est hyper solide. Enfin, ce qui m'a vraiment aidé cette année. Mais c'est pas vraiment cadré. Enfin, là, j'ai pas signé pour un certain temps ou quoi que ce soit. Et j'imagine qu'avec ton niveau, tu as des marques qui viennent à toi, là, quand même, non? Ouais, là, justement, il y a pas mal de marques qui m'ont contacté. Après ça, du coup, j'ai vraiment tout laissé à mon agent qui est en train d'essayer de trouver un petit peu le meilleur compromis. Pour l'instant, on n'a pas encore... on n'a rien signé, on n'a pas pris de décision. Mais bon, ça devrait peut-être pas tarder, on sait pas... Enfin, je sais pas encore pour le moment, mais ouais, ça va sûrement venir. Et qu'est-ce qui rentre dans la balance, là, pour choisir une marque plutôt qu'une autre? Il y a un peu l'argent, j'imagine, mais il faut aussi quand même aimer un minimum la marque. Clairement, il faut que ça soit des matériaux qui me conviennent parce que je vais pas, même s'il y a un gros apport financier à côté, si je mets des pointes qui me conviennent pas, ça va pas être la priorité. Après, ouais, c'est sûr que l'aspect financier, ça compte vachement parce que du coup, dans mon idéal, j'aimerais bien prendre quelques années de dispo. Donc finalement, ça serait un peu mes seuls revenus. Donc ouais, le côté financier, ça compte quand même, ça compte pas mal, mais en priorité, oui, le matériel, faut que ça convienne. Ensuite, niveau équipe, tu as réussi à te créer un petit staff. Je sais pas si tu vois un kiné, un prépa mental, ce genre de professionnel. Kiné, pour l'instant, j'avais pas trop. Bon, c'est pas très bien parce que je sais que c'est hyper important. Mais vu que j'étais souvent entre chez moi, mon lieu d'études, j'avais du mal à avoir vraiment une routine stable. Par contre, tout ce qui est après, à côté, j'ai un ostéo, j'ai une diététicienne. J'ai pas encore de préparateur mental parce que pour l'instant, j'en ai pas vraiment ressenti le besoin. Après, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment peser dans la balance dans les années qui vont venir. Et c'est peut-être quelque chose que j'aimerais mettre en place. Mais pareil, c'est un coût financier qui est quand même important. Donc ça, c'est des choses auxquelles je vais pouvoir réfléchir justement quand j'aurai un contrat et des aides financières qui me permettront d'avoir vraiment ce suivi, je pense. Et tu as 21 ans, la diététicienne, tu arrives à avoir une rigueur de vie quand tu vois tes copines, je sais pas, qui sortent à droite à gauche. Oui. C'est pas... oui, non, parce que je suis quand même, je fais attention quotidiennement quand je suis chez moi. Mes parents, ils sont hyper cool là-dessus. Enfin, on a toujours bien mangé, donc ça, j'ai pas de problème avec ça. Puis j'ai pas non plus de problème à me dire, je sors avec des copains, on peut aller manger un burger, un truc comme ça. Non, aucun souci. Ouais. Non, parce que je pense que ça fait partie d'un équilibre où si on se restreint trop, pareil, les troubles, tout ça, c'est trop vite arrivé. Donc non, pour l'instant, je suis pas embêtée avec ça et je le vis plutôt bien.
Et j'arrive à pas être psychorigide, à me dire non, là, j'ai pas le droit de manger ça parce que j'ai telle compète, ou alors non, c'est pas bien. Non, pour l'instant, ça va. Ouais. J'arrive à gérer. Et ces troubles, tu les vois dans le monde de l'athlé quand même? Moi, je sais, pour connaître des gens Ouais. du milieu médical, beaucoup chez les jeunes filles. Ouais, Oui, bah encore plus, ouais, chez les femmes, justement. Je sais que y a des athlètes qui en parlent ouvertement de ça. Hein. Mais d'ailleurs, Renelle Lamotte, que j'admire beaucoup, en parle ouvertement. Je trouve ça très courageux, d'ailleurs, d'en parler. Et ouais, je sais que ça touche. Enfin, j'avais vu des chiffres une fois, c'était affolant. Enfin, je sais qu'il y a, je sais plus combien c'était, mais presque, enfin, plus d'une femme sur deux qui était touchée par ça dans le sport de haut niveau. Et ouais, ça fait peur et je me dis, j'essaye vraiment d'en rester le plus éloigné possible parce que ça peut vraiment être contre-productif. Donc, Mais t'as jamais eu cette tentation-là de te dire, tiens, si je perds 5 kilos, je vais gagner 2 secondes au kill? si, forcément, Tu l'as eu? mais j'essaye de faire ça de manière saine, on va dire. Ouais. Parce que avant, c'était pas quelque chose qui me préoccupait vraiment. Mais là, en fait, depuis que du coup, j'ai commencé à faire du volume, je me suis affûtée assez naturellement, on va dire. Du coup, j'ai pas ce besoin de me dire il faut que je sois la plus mince possible. Enfin, non, ça, c'est pas quelque chose pour l'instant qui me hante l'esprit. Mais je suis quand même bien accompagnée par les diététiciens qui sont quand même vachement attentifs par rapport à ça. Ils savent que ça peut être des problèmes. Donc, même au niveau des blessures et tout, j'ai tellement donné justement dans les fractures de fatigue, tout ça, que je sais que l'alimentation, c'est vraiment 80% lié aux blessures, tout ça. Donc, je fais attention principalement pour éviter de me blesser. Au fil des années, tu as déjà entendu des commentaires, que ce soit à ton égard ou par rapport à d'autres personnes? À mon égard, non, pas vraiment, parce que je pense que c'est des commentaires qui se font quand on a atteint justement un certain niveau. Et ça compte quand justement je parlais de la pression qui peut être mise un peu par les gens autour. Enfin, oui, il y a tellement d'athlètes qui se font critiquer, je pense, un peu, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Il suffit qu'à tel moment, elles soient un peu moins affûtées qu'à un autre moment. On peut être sûr qu'elles vont se prendre des critiques. Et en vrai, je trouve ça tellement dommage parce qu'ils se rendent. Enfin, d'un point de vue extérieur, les gens se rendent pas compte d'à quel point ça peut jouer sur l'estime d'une personne. Mais ouais, il y en a tout le temps en vrai, hein, dans ce milieu-là, c'est un peu compliqué. Et concrètement, ta diète, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Alors, si tu manges sainement, c'est quoi les consignes que tu as retenues? J'y vais pas si souvent que ça. Enfin, j'y vais de temps en temps pour contrôler souvent. C'est les rééquilibrages, quoi. Ouais, c'est ça. Après, passé un temps, elle m'avait un peu calculé un peu mes besoins en fonction de ma dépense, tout ça, juste pour que sur une courte phase, je puisse calculer et me rendre compte vraiment de ce qu'il me fallait. Et après, ouais, j'ai un suivi où j'essaie d'y aller 2 fois par an, on va dire au minimum, où elle me pèse, elle me prend la masse grasse, la masse musculaire, la masse d'eau, tout ça, pour être sûre que je suis dans des stats qui sont pas trop en dessous, trop au-dessus. Et c'est surtout ça qu'elle m'apporte, c'est dans la régularité, on va dire, le soutien, le suivi. Ok. Est-ce que tu as une dernière question? Non, je pense qu'on a été assez complet. Ouais. Elle dégage quand même beaucoup d'assurance, je trouve, pour son âge. Oui, c'est vrai. Tu as l'air de savoir où tu veux aller, ce qui est bien pour toi, ce qui ne l'est pas. Donc, je pense que c'est une qualité pour une athlète. Je sais pas, en tout cas, si c'est ce que je dégage, tant mieux, mais c'est sûr que c'est peut-être le côté où je m'intéresse vraiment à ma pratique, où je suis pas juste le plan qu'on me donne. En fait, tous les plans m'intéressent, que ce soit dans l'entraînement, dans l'alimentation, dans le mental, tout ça. Et je me renseigne vachement, donc ouais, je pense que ça y joue. Bon, écoute, je te souhaite le meilleur pour... C'est quand les France, là, de... Il y a de les piste. France jeunes, c'est mi-juillet. Ah, mais et les tu vas les France faire élites, quand même, les jeunes? c'est en réflexion. D'accord. Si je les fais, je sais pas encore sur quoi. Enfin, je pense que je vais les faire, mais je sais pas encore sur quoi. Mais les France élites, c'est fin juillet, le 26 ou un truc Le comme ça, 26, je crois. oui. Ouais, Ah oui, voilà, Albi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Eh ben, merci Clara et merci Emma. Merci Clara, c'était Merci très à intéressant. vous. Bonne Merci. continuation. Salut. Born Podcast.